Le fils servait la famille comme un domestique, jusqu'à ce que le visiteur demande « Pourquoi ne mange-t-il pas aussi ?» Julien avait 9 ans, mais ses gestes étaient déjà empreints d'une routine d'adulte. Chaque matin, bien avant que les premiers rayons du soleil ne percent à travers les rideaux épais de la grande maison en pierre, il descendait à pas feutrés dans la cuisine silencieuse. Ses mouvements étaient précis, presque chorégraphiés. Il mettait la table, préparait le café, alignait les assiettes et les couverts comme on lui avait appris. Puis il attendait dans un coin, debout, les mains derrière le dos, que les autres descendent. Claire et Bernard, ses oncles et tantes, habitaient cette vaste demeure nichée dans les collines verdoyantes du Périgord. C'était une maison ancienne, fière et imposante, héritée de plusieurs générations. On y respirait l'ordre, le silence et une certaine rigueur provinciale. Depuis l'accident de voiture qui avait emporté ses parents, Julien vivait avec eux. Il n'avait que 5 ans à l'époque, et il ne se souvenait que de quelques images floues, un rire, une chanson, une main dans ses cheveux. Depuis, plus rien. Juste les journées qui s'enchaînaient, remplies de tâches à accomplir. Ses cousins, Élodie et Théo, étaient plus âgés de quelques années. Ils allaient à l'école, prenaient des cours de piano, faisaient du sport. Leurs chambres étaient pleines de livres, de jouets, de posters colorés. Julien, lui, dormait dans une petite pièce sous les combles, sans fenêtre, avec un lit étroit et une vieille commode en bois. Il n'avait pas de jouets, pas de livres. Son monde se limitait au couloir silencieux de la maison, à la cuisine, au jardin et au regard toujours pressé de Claire. « Julien, les verres sont de travers », disait-elle souvent sans lever les yeux. « Julien, n'oublie pas de balayer sous la table. Julien, tu es lent ce matin. » Il ne répondait jamais. Il hochait la tête, s'exécutait, le regard baissé. Ce regard, justement, portait une fatigue étrange pour un enfant de son âge, une lassitude profonde, comme si ses yeux avaient déjà vu trop de choses, trop de silence, trop de journées identiques. Bernard, de nature plus distante, ne lui adressait que rarement la parole. Il rentrait tard du travail, mangeait vite, lisait le journal, puis montait se coucher. Lorsqu'il parlait de Julien, c'était pour rappeler qu'il avait été recueilli par charité et que sans nous, il serait à la rue. Claire ne le contredisait jamais. Julien n'allait pas à l'école. Officiellement, il devait commencer l'année prochaine. Officieusement, personne ne semblait s'en soucier. Il restait à la maison, aidait Claire, faisait le ménage, s'occupait du linge, arrosait les plantes, nettoyait les vitres. Parfois, lorsqu'il terminait un peu plus tôt, il s'asseyait sur le vieux banc en pierre au fond du jardin et regardait les oiseaux. Il n'avait jamais vraiment joué avec d'autres enfants. Il ne savait pas ce que c'était que de courir sans but, de rire fort, de se salir sans crainte. Les voisins connaissaient Julien. Ils le voyaient passer avec son seau, son balai, ses petites mains rougies par le savon. Certains le saluaient, d'autres baissèrent les yeux. Personne ne posait de questions. Après tout, chacun avait ses propres affaires. Un samedi matin, alors que la maison s'animait doucement, Julien préparait la table pour le déjeuner. Claire lui avait demandé de sortir la vaisselle pour les invités, celle qu'on gardait dans la vitrine du salon. Elle repassait sa robe. Bernard choisissait une bouteille de vin dans la cave. Julien savait que ce genre de journée demandait plus de précision, plus de silence. Il fit tout comme il fallait. Il vérifia 3 fois les fourchettes. Il replia les serviettes avec soin. Il plaça les chaises avec exactitude. À 11 heures, Claire lui annonça « Ce soir, nous aurons un dîner. Un ancien collègue à moi, M. Arnaud, vient passer la soirée. » Julien acquiesça. Il savait ce que cela impliquait. Il faudrait cuisiner davantage, nettoyer plus vite, être invisible. Ce jour-là, en regardant son reflet dans la vitre de la porte d'entrée, il s'arrêta un instant. Il vit un garçon mince, aux cheveux sombres et aux joues creuses. Ses vêtements étaient propres, mais usés. Il se demanda à quoi il ressemblait quand il souriait. Il ne s'en souvenait plus très bien. Ce soir-là, le vent soufflait fort sur les collines. La maison, comme toujours, restait silencieuse, disciplinée, et dans son cœur, Julien sentait que quelque chose, bientôt, allait changer. Le samedi soir arriva, enveloppé par une brume légère qui descendait des collines. La maison, habituellement plongée dans un silence rigoureux, vibrait d'une tension discrète. Julien avait été chargé de dresser la table dans la salle à manger, la plus grande, celle qu'on n'utilisait qu'en de rares occasions. Il plaça les assiettes en porcelaine avec leurs bordures dorées, les couverts brillants, les verres à pied. Claire passait derrière lui pour corriger, ajuster, redresser chaque détail. Julien ne bronchait pas.
Il avait appris depuis longtemps que les mots ne servaient à rien. Lorsque l'horloge sonna à 18 heures, la sonnette résonna dans l'entrée. Claire alla ouvrir, le sourire figé aux lèvres, et un homme entra. De taille moyenne, la cinquantaine bien portée, vêtu avec élégance mais sans excès, M. Arnaud fit un pas dans le vestibule, saluant Claire chaleureusement. « Claire, cela fait si longtemps. » Elle répondit par une accolade polie, puis l'invita à entrer. Bernard descendit à ce moment en chemise bien repassée, l'air légèrement contraint, mais prêt à jouer son rôle d'hôte courtois. Élodie et Théo arrivèrent peu après, visiblement moins intéressés par la rencontre, mais poussés par la bienséance que leur mère imposait. Julien, lui, resta en retrait, comme prévu. Dès l'arrivée de l'invité, il retourna à la cuisine. Il surveillait les plats au four, coupait le pain, préparait les assiettes d'entrée. De temps à autre, Claire entrait pour donner des instructions rapides, d'un ton sec. Julien hochait la tête, continuait sans ralentir. Lorsque le dîner fut prêt, il apporta les plats un à un, les posant devant chaque convive avec soin. Il allait et venait silencieusement entre la salle à manger et la cuisine, ses pas amortis par le tapis épais. Personne ne lui adressait la parole, comme s'il faisait partie du mobilier. Cela ne le surprenait pas. Le repas se déroulait dans une atmosphère détendue en apparence. Arnaud racontait des anecdotes de travail, Bernard opinait, Claire riait d'un ton mesuré. Élodie pianotait discrètement sur son téléphone sous la table. Théo mangeait en silence. Julien, debout dans un coin de la pièce, observait, les mains jointes dans le dos, prêt à intervenir à la moindre demande. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'au moment où M. Arnaud, en pleine phrase, s'interrompit soudainement. Son regard venait de croiser celui de Julien, immobile, les yeux fixés sur le centre de la table. « Excusez-moi, » dit-il, posant sa fourchette. « Mais pourquoi ne mange-t-il pas avec nous ?» Un silence instantané tomba sur la pièce. Claire cligna des yeux, comme prise au dépourvu. Bernard leva les yeux de son assiette, l'air agacé. Les enfants cessèrent un instant de bouger. Julien, lui, ne bougea pas, mais son cœur accéléra, comme à chaque fois qu'une règle invisible était brisée. Claire força un sourire, légèrement crispé. « Oh, Julien préfère dîner plus tard. Il aime prendre son temps, seul. C'est son habitude. » Arnaud fronça légèrement les sourcils, visiblement peu convaincu. Il regarda Julien une seconde de plus, puis reprit sa fourchette. Mais l'atmosphère, elle, ne retrouva pas son équilibre. Une tension flottait désormais au-dessus de la table, invisible mais réelle. Julien, de son coin, avait senti cette fracture dans la soirée. Le poids de la question d'Arnaud avait fissuré quelque chose. Ce n'était pas tant les mots que le fait même d'avoir été remarqué. D'habitude, personne ne parlait de lui. Il n'était qu'une présence fonctionnelle, utile mais silencieuse. Et voilà qu'un étranger, sans connaître les règles implicites de la maison, l'avait vu. Vraiment vu. Le reste du dîner se poursuivit, mais plus prudemment. Arnaud regardait Claire et Bernard avec une curiosité nouvelle, comme s'ils réévaluaient leur discours à la lumière de ce qu'il avait observé. Claire tentait de recentrer la conversation sur des souvenirs communs, des histoires de travail, des anecdotes scolaires de ses enfants. Bernard se montrait de plus en plus taciturne, visiblement contrarié. Quand le dessert fut servi, Julien retourna à la cuisine, nettoya ce qui avait déjà été utilisé, prépara le plateau pour le café. Il ne comprenait pas entièrement ce qu'il avait déclenché, mais il savait que quelque chose avait changé. Il l'avait vu dans la façon dont Claire avait serré les lèvres. Il l'avait senti dans le regard inquiet que Bernard lui avait lancé en silence. Plus tard, lorsque les invités s'apprêtaient à partir, Arnaud passa par la cuisine. Il remercia Julien pour le dîner, d'un ton sincère, presque doux. Le garçon releva brièvement les yeux, surpris. Il ne répondit pas, par crainte de briser un autre interdit. Mais ce simple merci resta dans sa tête, comme une brèche lumineuse dans une pièce fermée. Une fois la porte refermée derrière Arnaud, Claire resta un moment dans l'entrée, les bras croisés. Elle échangea un regard avec Bernard, court mais lourd de sous-entendus. Julien, qui essuyait les couverts dans la cuisine, entendit les pas lourds de son oncle monter l'escalier. Claire, elle, se contenta de murmurer, presque pour elle-même. Il aurait mieux fait de se taire. Puis elle entra dans la cuisine, s'arrêta devant Julien et dit simplement « Termine vite, tu montes directement. » Pas de bruit. Julien hocha la tête, sans mot dire. En montant dans sa chambre, il passa devant la porte des parents entr'ouverte. Il entendit des voix basses, pressées, tendues. Il ne comprenait pas tout, mais il reconnut des mots comme « intervention »,
indiscret et trop curieux. Il sut alors que la question d'Arnaud avait laissé une trace, une fissure. Allongé sur son lit, dans le noir, il ne parvenait pas à dormir. Les paroles d'Arnaud tournèrent dans sa tête. Pourquoi ne mange-t-il pas avec nous? C'était une question simple, presque naïve, mais personne ne l'avait jamais posée. Personne n'avait pensé que Julien puisse avoir une place à la table. Ce soir-là, sous le toit silencieux de la maison, un enfant de 9 ans comprit que parfois, une simple phrase pouvait tout changer. Le lendemain matin, le ciel était couvert, et une fine bruine tombait sur les toits gris du village. Julien s'était levé comme à son habitude, avant tout le monde, les pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine. Il avait préparé le petit déjeuner, puis s'était attelé à laver les sols. Le silence régnait encore dans la maison, un silence pesant, presque différent de celui des autres matins. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, et son corps ressentait une fatigue plus lourde que d'ordinaire, comme si la veille avait laissé en lui une marque invisible. Vers 10 heures, alors qu'il balayait les feuilles mortes devant l'entrée, une voiture noire s'arrêta lentement devant le portail. Julien releva la tête et reconnut immédiatement la silhouette de M. Arnaud. Il tenait un livre à la main. La voiture resta allumée quelques instants, puis le moteur s'éteignit. Arnaud sortit et s'approcha calmement. Julien sentit son cœur s'accélérer. Il regarda discrètement derrière lui pour s'assurer que Claire n'était pas à la fenêtre. Arnaud franchit le petit portillon et leva la main en guise de salut. « Bonjour, Julien ». Le garçon hocha timidement la tête, sans répondre. Il tenait encore son balai dans les mains, raide comme un piquet. « Je suis venu rendre ce livre à votre tante », dit Arnaud en montrant le volume. « Je ne voulais pas le garder trop longtemps. » Julien acquiesça, mais resta muet. Arnaud s'arrêta à quelques pas de lui, puis, d'un ton plus doux, demanda « Tu travailles beaucoup, on dirait. Tu fais ça tous les jours ?» Julien hésita, jeta un coup d'œil vers la maison, puis répondit, presque à voix basse « Oui. » Le silence s'installa quelques secondes. Arnaud semblait mesurer ses mots. « Et tu vas à l'école ?» Le garçon secoua doucement la tête. Il savait que cette question était délicate. Il n'avait jamais eu de cartable, jamais mis les pieds dans une classe depuis qu'il était arrivé chez Claire et Bernard. Ses journées étaient rythmées par les tâches ménagères, les ordres, les regards de travers. Il ne savait pas lire couramment, écrivait lentement, et ses seuls chiffres venaient des listes de courses qu'il devait parfois recopier. « Et tu as le droit de jouer un peu parfois ?» insista Arnaud, avec une inquiétude à peine dissimulée. Julien haussa les épaules, le regard fuyant. « Quand j'ai fini tout, peut-être. Le soir, pas toujours. » Arnaud soupira légèrement, le regard posé sur le balai puis sur les mains du garçon, abîmé par le travail. « Tu sais, dit-il, les enfants ont besoin de jouer, d'apprendre, d'avoir des amis. » Julien ne répondit pas. Il n'avait jamais eu ces choses-là. Il ne savait pas ce que cela signifiait vraiment. Jouer pour lui, c'était parfois empiler les bouchons de liège qu'il ramassait sous la table ou aligner les cailloux dans le jardin quand personne ne le surveillait. Il ne comprenait pas bien ce que les autres enfants faisaient pendant leur journée. « Est-ce que tu te souviens de tes parents ?» demanda alors Arnaud, prudemment. Julien hocha à peine la tête. Il se souvenait du parfum de sa mère, du rire de son père, de certaines chansons. Mais tout cela semblait appartenir à une autre vie. Claire ne parlait jamais d'eux, Bernard encore moins. Il avait une fois posé une question, et Claire l'avait réprimandé sèchement, lui disant que ce n'était pas bon de remuer le passé. Soudain, une voix retentit derrière eux. « Julien !» Claire venait d'apparaître sur le seuil, les bras croisés, l'air agacé. « Tu n'as pas fini les feuilles, et tu restes planté là à bavarder ?» Julien sursauta, serra son balai contre lui. Arnaud se retourna calmement vers Claire et lui tendit le livre. « Bonjour Claire, je venais juste déposer cela. » Et j'ai salué Julien en passant. Il m'a dit bonjour très poliment. Claire prit le livre sans un mot, ses yeux fixés sur Julien, comme s'il avait commis une faute grave. « Merci, » dit-elle finalement. « Bonne journée. » Arnaud hocha la tête, jeta un dernier regard à Julien, puis tourna les talons et repartit vers sa voiture. Julien reprit aussitôt son balayage, plus vite, plus fort, comme pour effacer sa présence. Claire resta un instant à le regarder, puis rentra sans refermer la porte. Il savait que l'ambiance allait changer. Dans l'après-midi, les reproches commencèrent. « Tu te prends pour qui à discuter avec les invités? Tu crois que tu es de la famille maintenant ?» lança Bernard en entrant dans la cuisine. « On t'a recueilli, Julien. Tu devrais être reconnaissant. Au lieu de ça, tu te permets de bavarder, de traîner dehors comme un petit insolent.
renchérit Claire. Julien baissa la tête, incapable de répondre. Il ne savait pas comment expliquer que c'était Monsieur Arnaud qui l'avait approché. Il savait que tenter de se justifier ne ferait qu'empirer les choses. Le soir même, sa routine fut alourdie. On lui demanda de nettoyer la salle de bain, de frotter le carrelage du couloir, de ranger les placards de la cuisine. Claire l'appelait désormais « le petit ingrat ». Bernard ne lui adressait même plus la parole. Il sentait que tout ce qu'il faisait était scruté, noté, jugé. Chaque geste mal fait devenait un prétexte à une remontrance. Il n'osa pas pleurer, pas même dans sa chambre quand il fermait la porte sur l'obscurité. Il restait allongé, les yeux ouverts, les bras croisés sur sa poitrine. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal. Il n'avait rien dit d'offensant. Il avait seulement répondu à une question. Mais dans cette maison, parfois, une réponse suffisait à tout faire basculer. Le lendemain, Claire lui donna une nouvelle tâche, nettoyer le grenier. C'était un endroit qu'il n'avait jamais exploré seul, poussiéreux, plein de vieilles malles et de meubles entassés. Il y monta avec un seau, une éponge et un balai. L'odeur de renfermé lui piqua le nez. Il se mit au travail, docilement, sans protester. Mais dans ce grenier, sans le savoir encore, il allait bientôt découvrir quelque chose qui changerait à nouveau le cours de sa vie. Le grenier était froid, mal éclairé, et l'air y était chargé de poussière ancienne. Julien, armé de son seau et de son balai, monta lentement les marches raides qui y menaient. Il n'y avait jamais mis les pieds seul auparavant. Claire lui avait ordonné de mettre un peu d'ordre là-haut, sous prétexte que les mâles prenaient en l'humidité. Mais Julien comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un simple ménage, c'était une punition. Depuis l'échange avec Monsieur Arnaud, l'attitude de ses tantes avait radicalement changé. Les regards étaient plus secs, les ordres plus nombreux et le ton sans appel. Arrivé en haut de l'escalier, il poussa la porte grinçante du grenier et pénétra dans l'espace exigu, encombré de meubles couverts de draps, de cartons empilés, de tapis roulés. Une mince lucarne laissait passer un filet de lumière, suffisant pour distinguer les formes. Il inspira profondément et se mit à la tâche sans faire de bruit. Il commença par balayer un coin, puis s'attaqua aux cartons. Certains étaient remplis de vieux livres, d'autres de vêtements que le temps avait rongés. À mesure qu'il avançait, la poussière s'accumulait sur ses mains et ses bras. Il éternuait parfois, mais ne s'arrêtait pas. Il savait que Claire viendrait vérifier, et il ne voulait lui donner aucune raison de le rabaisser encore. En descendant pour changer l'eau de son seau, il croisa Élodie dans le couloir. Elle le regarda sans dire un mot, l'air méprisant. Théo, lui, haussa les épaules en passant. Il ne lui adressait presque jamais la parole. Julien n'était pas un cousin pour eux, il n'était même pas un camarade. Il était celui qui aide, celui qui range, celui qui ne fait pas partie. La journée passa ainsi, entre le grenier, la cuisine et la salle de bain. À chaque moment de pause, une nouvelle tâche l'attendait. Claire le surveillait constamment. Bernard, en rentrant, grogna quelque chose à propos de garçons ingrats et s'enferma dans son bureau. Julien commençait à ressentir un étrange mélange de fatigue et de confusion. Il se demandait, sans parvenir à le formuler clairement, s'il avait provoqué tout cela. Il n'avait pourtant rien fait d'inhabituel. Il n'avait que répondu à quelques questions, poliment. Pourquoi cela avait-il suffi à tout changer? Pourquoi Claire lui en voulait-elle autant? Le lendemain, alors qu'il s'apprêtait à redescendre du grenier après une nouvelle session de nettoyage, Claire l'intercepta, au pied de l'escalier. « Tu ne vas pas si vite, dit-elle. Tu n'as pas fini. Il reste les tiroirs du buffet à vider. Et le coffre aussi. » Julien n'osa pas répondre. Il se retourna et remonta les marches. Le coffre dont elle parlait se trouvait sous la lucarne, dissimulé sous un vieux tapis. Il était grand, en bois sombre, avec des ferrures rouillées. Il ne l'avait pas encore ouvert. Il traîna le tapis de côté, s'accroupit et souleva le couvercle avec effort. Une odeur de vieux papier et de tissu lui sauta au visage. À l'intérieur, il trouva des objets soigneusement empilés. Des carnets, un petit sac à dos, une écharpe bleu ciel, un cahier à spirale. Il s'arrêta. Ce n'était pas un désordre banal. Tout avait été placé là avec précaution. Il sortit les objets un à un. Au fond du coffre, il tomba sur une photo. C'était lui, plus jeune, peut-être à 3 ou 4 ans. Il était assis sur les genoux d'une femme brune, souriante, qui le regardait avec tendresse. Derrière elle, un homme se penchait vers eux, l'air rieur. Julien sentit son cœur s'accélérer. Il reconnut les visages. C'étaient ses parents.
La photo était un souvenir de cette vie effacée dont il ne parlait jamais. Il trouva aussi un livre pour enfants, couvert de poussière, mais en bon état. En l'ouvrant, il découvrit une dédicace. « Pour Julien, avec tout notre amour, papa et maman. » Ses mains tremblèrent légèrement. Il feuilleta le livre, trouva à l'intérieur un dessin qu'il avait manifestement fait lui-même. Des personnages au crayon de couleur, un soleil, une maison et 3 silhouettes. En bas, son nom était écrit, en lettres irrégulières. Tout cela avait été caché, volontairement. Ces objets n'avaient pas été perdus, mais dissimulés. Pourquoi Claire avait-elle fait cela? Pourquoi lui avait-on interdit ce souvenir? Julien sentit une chaleur étrange dans la poitrine, un mélange de chagrin, de colère et de stupeur. Ce coffre contenait une vérité qu'on lui avait refusée. Il remit tout doucement les objets dans le coffre, sauf le dessin, qu'il glissa sous sa chemise. Il referma le couvercle, remit le tapis en place et quitta le grenier sans faire de bruit. Lorsqu'il redescendit, Claire le réprimanda encore. « Tu as mis assez de temps. Dépêche-toi maintenant. Les chambres ne vont pas se nettoyer toutes seules. » Julien obéit sans un mot, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne regardait plus les murs de la maison de la même manière. Il comprenait maintenant, sans l'exprimer encore, que son rôle ici n'avait jamais été celui d'un fils. Il n'était pas là pour être aimé ou protégé. Il était là parce qu'on l'avait recueilli par devoir, par obligation, peut-être même par convenance. Et on l'avait gardé à distance, privé de ses souvenirs, de ses droits et de ses mots. Il passa l'après-midi à nettoyer les chambres sans vraiment voir ce qu'il faisait. Il pensait au visage de sa mère, à la main de son père posée sur son épaule. Ces images lui semblaient lointaines, presque irréelles. Et pourtant elles étaient là, enfouies en lui, comme si le dessin qu'il avait retrouvé avait ravivé une partie de lui-même, longtemps endormie. Ce soir-là, dans sa chambre, il ressortit le dessin. Il le posa sur sa table de chevet et l'observa longuement. Il savait qu'il ne devait pas le montrer. Il pressentait que Claire ne voulait pas qu'il se souvienne, que cela remettait en question l'ordre établi. Mais Julien n'était plus tout à fait le même. Il n'avait pas encore les mots pour le dire, mais il commençait à comprendre. Et cette prise de conscience, si discrète soit-elle, allait bientôt devenir son arme. Les jours suivants furent marqués par un étrange silence, presque plus lourd que les reproches. Claire, depuis quelque temps, s'exprimait moins, mais son regard était devenu plus perçant, plus dur. Bernard, lui, restait distant, passant le plus clair de son temps dans son bureau ou dehors à s'occuper de la voiture. Julien n'osait plus poser aucune question, mais l'image de ses parents, la dédicace dans le livre et surtout le dessin qu'il avait caché sous son matelas ne cessèrent de revenir à lui. Il avait l'impression que, pour la première fois depuis des années, il possédait quelque chose à lui, un fragment de sa propre histoire, un morceau de vérité arraché au silence imposé. Le grenier était désormais interdit. Claire avait fermé la porte à clé le lendemain du nettoyage et avait rangé la clé dans le tiroir de son bureau. Julien l'avait vue faire en silence, comme si elle savait que quelque chose y avait été découvert, mais ne voulait pas confronter directement ce qui avait été réveillé. Elle n'avait rien dit, mais ses gestes parlaient pour elle. Le coffre avait été refermé sur le passé, et le passé devait rester enterré. Julien continuait à travailler chaque jour, à nettoyer, servir, ranger, mais son esprit vagabondait souvent. Il repensait à ses objets, à la photo, au ton de voix de ses parents, même si leurs paroles lui échappaient encore. Il tentait de reconstituer, avec ce peu qu'il possédait, une image plus nette de ce qu'avait été sa vie avant Claire et Bernard. Mais tout semblait toujours flou, comme si une brume volontaire recouvrait ses souvenirs. Un après-midi pluvieux, alors qu'il était chargé de nettoyer le garage, Julien découvrit par hasard une boîte métallique rouillée sous une vieille bâche. Il l'ouvrit, espérant retrouver autre chose venant de ses parents, mais il ne trouva que des outils, quelques clous, un marteau. Pourtant, au fond de la boîte, collée contre la paroi, une enveloppe jaunie par le temps attira son attention. Elle portait son nom, écrit à la main. Les lettres étaient reconnaissables. Il les avait vues sur la dédicace du livre. C'était l'écriture de sa mère. Il ouvrit l'enveloppe avec une précaution extrême. À l'intérieur, un court message griffonné. « Pour mon Julien, au cas où un jour tu te perds, souviens-toi, tu es aimé, tu es né de l'amour. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Il lut la phrase plusieurs fois, le cœur battant. Ces mots semblaient lui parler à travers le temps, comme un fil tendu entre sa vie passée et celle qu'il subissait.
Mais la lettre était seule. Aucun autre document, aucune explication. Qui l'avait mise là? Pourquoi n'avait-il jamais rien reçu? Pourquoi tout cela avait-il été dissimulé comme un secret honteux? Julien comprit alors que ce qu'il vivait n'était pas simplement de la négligence. Ce n'était pas l'effet du hasard ou de la difficulté. Il était tenu à distance, volontairement, empêché de savoir, de comprendre, d'appartenir. Plus tard ce jour-là, alors qu'il terminait de laver les vitres de la salle à manger, il surprit une conversation entre Bernard et Claire. Ils parlaient à voix basse dans la cuisine, mais la porte entre les deux pièces était entr'ouverte. Julien cessa ses gestes et écouta discrètement. « Il est trop curieux, ce gosse », disait Bernard. « Depuis qu'Arnaud est venu, il nous observe, il nous écoute. Je le sais. Et je ne veux pas qu'il recommence à fouiller dans ses souvenirs. Ce qui est derrière doit y rester. Il est ici, il a un toit, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. « Tu crois qu'Arnaud va revenir ?» demanda Bernard, plus bas. « Il est déjà revenu 2 fois. Il va finir par poser des questions aux mauvaises personnes. Il faut faire attention, et Julien, il va falloir le surveiller de plus près. » Julien recula doucement, le cœur battant. Il venait d'entendre une chose qu'il n'aurait jamais dû entendre. Il n'était pas seulement un enfant pris en charge. Il était un problème à contenir, une vérité que l'on voulait effacer. Le ton de Claire ne trahissait aucune affection, aucune bienveillance, juste une volonté ferme de contrôle. Julien sentit en lui une colère silencieuse, nouvelle, une certitude douloureuse mais éclairante. Ici, il n'était pas aimé. Il était toléré, exploité et gardé dans l'ignorance. Le soir venu, dans sa petite chambre, il relut la lettre de sa mère, la replia avec soin et la cacha avec le dessin sous le matelas. Il avait besoin de ces preuves. Elles étaient tout ce qu'il avait. Ces quelques mots griffonnés et ce bout de papier jauni valaient en plus pour lui que toutes les paroles prononcées par Claire depuis 4 ans. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta éveillé, les yeux ouverts dans le noir à réfléchir. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il savait. Quelque chose devait changer. Il ne pouvait pas vivre ainsi indéfiniment, entre les tâches, les ordres, le silence et la peur. Il se demanda s'il pouvait parler à M. Arnaud, s'il viendrait encore, s'il oserait lui confier ce qu'il avait trouvé. Mais cela semblait risqué. Claire avait les yeux partout, et Arnaud ne faisait que passer, jamais longtemps, jamais 2 jours de suite. Pourtant, cette idée ne le quittait plus. Le lendemain, Claire lui annonça qu'il n'accompagnerait plus personne au marché, ni même au petit magasin du village. Elle disait que c'était mieux ainsi, qu'il se faisait trop remarquer. Julien comprit que cela faisait partie des mesures de contrôle dont ils avaient parlé. Il n'aurait plus l'occasion de croiser les voisins, ni d'échanger un regard avec d'autres enfants. Son univers se réduisait encore. Malgré tout, il n'oublia pas la lettre, ni le dessin, ni les mots d'Arnaud, ni les regards pleins de soupçons de Claire et Bernard. Chaque détail, chaque phrase, chaque geste, désormais prenait une autre signification. Il savait que ce qu'il vivait n'était pas normal. Il commençait à comprendre que son silence servait ceux qui le réduisaient au rôle de domestique, d'ombre, d'enfant sans voix. Et avec cette conscience nouvelle, venait une question brûlante, encore sans réponse, mais de plus en plus pressante. Pourquoi l'avait-il vraiment gardé? Le jeudi suivant, alors que l'automne avançait lentement et que les arbres perdèrent leurs feuilles sous un ciel gris, la routine dans la maison semblait avoir trouvé un équilibre froid et presque mécanique. Julien exécutait ses tâches avec la même discipline muette, évitant les regards, répondant par des gestes brefs ou des mots réduits à l'essentiel. Claire ne le réprimandait plus à voix haute, mais son silence était devenu plus lourd, plus menaçant. Bernard, quant à lui, limitait ses présences au strict minimum, laissant Claire mener la barque familiale avec une fermeté sèche. C'est dans ce climat tendu qu'une nouvelle perturbation s'annonça. En fin d'après-midi, alors que Julien terminait de plier le linge dans le salon, la sonnette retentit. Il se figea. Il n'attendait personne, et Claire non plus, à en juger par son visage crispé lorsqu'elle ouvrit la porte. Mais la surprise céda vite à l'agacement lorsqu'elle reconnut le visiteur, Monsieur Arnaud, encore une fois. Cette fois-ci, il ne venait pas les mains vides, ni le ton léger. Il tenait une sacoche rigide sous le bras, et son regard, bien que poli, portait une détermination nouvelle. « Claire, dit-il simplement, j'aimerais vous parler, toi et Bernard. C'est important. » Claire pinça les lèvres, hésita, puis finit par l'inviter à entrer sans cacher son irritation. Julien, silencieux, observa de loin.
Il sentit immédiatement que cette visite n'avait rien à voir avec un échange amical. Arnaud entra dans le salon, déposa sa sacoche sur la table basse et resta debout, droit, comme s'il savait qu'il n'était pas le bienvenu, mais qu'il ne repartirait pas sans être entendu. « Bernard !» appela Claire, le ton sec. « Arnaud est ici. Il veut nous parler. » Bernard descendit quelques minutes plus tard, l'air renfrogné. Il jeta un regard froid à Arnaud, puis s'assit sans un mot. Julien, resté près de la porte, tendit l'oreille discrètement. Arnaud, sans attendre d'invitation à s'asseoir, ouvrit sa sacoche et en sortit une chemise cartonnée remplie de documents. « Je vais être direct, dit-il. J'ai été troublé par ce que j'ai vu ici et plus encore par ce que Julien m'a dit. Il ne va pas à l'école, il n'a aucun suivi médical, il travaille du matin au soir. Ce n'est pas normal, Claire, pas légal non plus. » Claire tenta de répliquer, mais Arnaud la coupa immédiatement. « Écoute-moi, ce n'est pas une affaire privée. J'ai consulté un avocat, j'ai rassemblé quelques éléments. Julien a droit à une scolarité, à des loisirs, à une vie d'enfant. Ce que vous faites pourrait être considéré comme de la négligence grave. » Bernard se leva brusquement, la voix haute. « Tu te prends pour qui, Arnaud? Pour un inspecteur? Tu crois que tu peux débarquer ici avec tes papiers et tes leçons de morale? Ce gosse est chez nous, il est nourri, logé. Ça suffit. » Mais Arnaud ne céda pas. Il sortit un autre document, le posa sur la table. « Ceci est une demande de vérification administrative. J'ai déposé un signalement auprès des services sociaux. Julien mérite qu'on s'assure de ses conditions de vie. S'il n'y a rien à cacher, alors tout ira bien. Sinon, » Claire le fixa, furieuse, mais elle ne dit rien. Julien, de l'autre côté de la porte, sentait son cœur battre à toute vitesse. Il comprenait chaque mot. Arnaud avait osé faire ce qu'il n'aurait jamais imaginé possible, parler en son nom, l'exposer à la lumière. « Tu n'as aucun droit de t'immiscer dans notre vie », lança Claire d'une voix basse et menaçante. « Tu ne fais pas partie de cette famille. »« Julien non plus, alors ?» répondit Arnaud calmement. Un silence glacial suivit. Les mots venaient de frapper juste. Claire se leva lentement, reprit un ton contrôlé. « Tu as fait ce que tu voulais. Très bien. Mais maintenant, tu peux partir, tu as été entendu. » Arnaud rangea ses documents sans précipitation, salua poliment, puis sortit. Il croisa Julien dans le couloir, lui posa brièvement la main sur l'épaule et murmura « Tiens bon, ce n'est pas terminé. » Julien acquiesça d'un mouvement minuscule. Puis il observa Arnaud quitter la maison, la sacoche à la main, le dos droit, malgré le froid qui s'installait. Dès que la porte se referma, Claire le regarda comme s'il était responsable de tout ce qui venait de se passer. « Rentre dans ta chambre. » Immédiatement. Il obéit, mais il savait que l'ambiance allait encore changer. Et il ne se trompait pas. Dès le lendemain, ses tâches doublèrent. Claire exigea qu'il nettoie le sous-sol, qu'il trie les papiers de la vieille armoire, qu'il frotte les joints des salles d'eau avec une brosse à dents. Les repas furent réduits à un bol de soupe le soir, souvent froid. Bernard, lui, ne disait presque rien, mais ses regards trahissaient une irritation constante. On ne lui adressait plus la parole que pour lui donner des ordres. Toute tentative d'échange était accueillie par le silence ou une réprimande. Julien comprit qu'il avait franchi une ligne invisible et que la punition serait longue. Malgré cela, quelque chose en lui résistait. L'idée qu'Arnaud avait parlé pour lui, qu'un adulte avait vu son quotidien et avait décidé d'agir, faisait naître une lueur nouvelle dans son esprit. Il ne savait pas ce que les services sociaux allaient te faire, ni combien de temps cela prendrait, ni même s'il y aurait des conséquences. Mais il n'était plus complètement seul. Quelqu'un dehors savait. Il ne montra rien. Il continua à obéir, à faire le ménage, à servir les repas. Mais il observait. Il notait les gestes, les paroles, les réactions. Il apprenait en silence. Pour la première fois, il comprenait qu'il pouvait mémoriser des faits, des détails, qu'un jour peut-être, quelqu'un lui demanderait de raconter. Et il serait prêt. La maison elle-même semblait changer. Claire et Bernard parlaient à voix plus basse, se méfièrent des fenêtres ouvertes. Élodie et Théo évitaient désormais de lui parler, comme s'il était devenu une source de problèmes. Julien acceptait cette solitude. Elle était différente. Elle était libre. Car cette fois, il avait une vérité en lui que personne ne pourrait lui enlever. Et dans son matelas, entre la lettre, le dessin et la dédicace, il ajouta un papier dérobé dans la cuisine, une ancienne fiche de scolarité retrouvée dans un tiroir, à son nom jamais rempli. Une preuve de plus. Un détail de plus dans une vérité qui commençait à s'assembler pièce par pièce.
Depuis la visite d'Arnaud et la confrontation directe qu'il avait osé imposer à Claire et Bernard, Julien sentait les murs de la maison se resserrer autour de lui. Chaque journée débutait plus tôt et se terminait plus tard. Les tâches s'accumulaient comme s'il devait racheter une faute invisible. Mais dans cet isolement renforcé, quelque chose d'autre naissait, plus subtil, plus profond. Une vigilance nouvelle, une forme d'éveil que ni l'épuisement ni la solitude ne parvenaient plus à étouffer. Julien avait compris que le silence n'était plus une simple soumission. Il devenait désormais un outil. Il commença à observer attentivement tout ce qui l'entourait. Il notait mentalement les horaires de Claire, les moments où elle sortait pour faire des courses, les heures précises où Bernard quittait la maison ou se retirait dans son bureau. Il mémorisait les mots qu'ils utilisaient lorsqu'ils pensaient qu'ils n'écoutaient pas, les gestes qu'ils faisaient quand la tension montait, les objets qu'ils manipulaient sans réfléchir. Chaque détail devenait une information, chaque comportement un indice. Le carnet dans lequel il avait commencé à écrire, quelques phrases d'abord, des sensations, des souvenirs, devint un refuge. Il y écrivait à la hâte, souvent la nuit, à la lumière d'une lampe de poche dissimulée sous son oreiller. Il n'écrivait pas tout par prudence, mais ce qu'il inscrivait était précis. Les heures de travail, les mots exacts prononcés, les repas oubliés, les interdictions, les menaces voilées. Il s'entraînait aussi à rédiger ce qu'il appellerait plus tard les moments vrais, les rares souvenirs de ses parents, les images floues qu'il tentait de reconstituer à partir de ce qu'il avait vu ou entendu. Il comprenait mieux maintenant le rôle qu'on lui avait attribué dans cette maison. Il n'était pas là par amour, ni même par devoir familial. Il était un outil commode, une main-d'œuvre gratuite, un alibi pour justifier une posture sociale, une apparence de bienveillance. Mais derrière les rideaux tirés, il n'y avait ni affection, ni considération, seulement la gestion d'un fardeau déguisé en charité. Et pourtant, c'est dans ce contexte hostile que Julien découvrit qu'il pouvait avoir un certain pouvoir. Non pas en s'opposant frontalement, il savait que cela entraînerait des représailles, mais en récoltant, en se préparant, en comprenant mieux ce monde d'adultes qui le traitait comme un meuble. Il ne se voyait pas encore capable de renverser les choses, mais il apprenait. Chaque humiliation, chaque tâche imposée, chaque repas sauté devenait une pièce d'un puzzle qu'il construisait en silence. Lorsqu'un jour, Claire fit mine de lui parler avec douceur pour la première fois depuis des semaines, lui proposant un fruit après le dîner, Julien comprit immédiatement qu'elle voulait tester quelque chose. Peut-être jauger sa docilité, peut-être le pousser à baisser sa garde. Il prit le fruit, remercia poliment, mais ne le mangea pas. Il le cacha dans le tiroir de sa table de chevet, intact. Ce geste, minuscule, fut pour lui un symbole. Il ne s'agissait pas d'un présent, mais d'un leurre. Il ne tomberait pas dans ce piège. Il remarqua également que Claire fouillait parfois dans sa chambre lorsqu'il n'y était pas. Il vit un jour un coin de couverture déplacé, un tiroir ouvert différemment. Il en profita pour déplacer ses écrits les plus sensibles, les répartissant en plusieurs cachettes dans la maison, derrière le lave-linge, sous une latte décollée du parquet, dans la doublure d'un vieux manteau pendu au grenier. Il devenait méthodique, précis, presque clinique dans son organisation. Il avait compris que ces mots pouvaient un jour devenir des armes, et il les protégeait comme des trésors. Il fit aussi attention aux personnes extérieures, le facteur, la voisine du bout de la rue, l'épicier du village. À chaque interaction indirecte, il testait les regards, les intonations. Il cherchait à savoir qui savait, qui soupçonnait. Il ne parlait pas, mais ses yeux interrogeaient, son silence lançait des appels. Parfois, il croyait percevoir une hésitation dans le regard d'un adulte, un doute dans un sourire figé, mais personne n'agissait. Pas encore. Un soir, alors qu'il rangeait les affaires dans le salon, Julien entendit Claire parler au téléphone. Il s'approcha doucement de la porte entr'ouverte. Elle chuchotait, mais il capta quelques mots. Il devient imprévisible. Arnaud insiste. Il faut faire attention. S'il parle. Il comprit que sa résistance silencieuse n'était pas passée inaperçue. On le surveillait de plus près. On craignait ce qu'il pourrait révéler. Et cela le renforçait. Il savait que désormais, il ne devait plus rien espérer d'eux. Ni reconnaissance, ni changement, ni pardon. Il n'était plus dans l'attente d'un geste de bonté. Ce qu'il cherchait maintenant, c'était une sortie, une issue légitime, une ouverture. Et pour cela, il lui faudrait être prêt.
Arnaud avait ouvert une porte, entrebâillée, fragile, mais réelle. Julien devait s'y glisser au bon moment. Il commença aussi à apprendre seul. À la cave, il avait trouvé de vieux livres scolaires qu'Élodie n'utilisait plus. Il les lisait en cachette, avec difficulté, traçant les mots du doigt, relisant plusieurs fois la même phrase jusqu'à en comprendre le sens. Il apprenait à écrire, à déchiffrer, à construire des phrases. Il écrivait son nom, son prénom, des phrases comme « Je suis un enfant » ou « Je veux aller à l'école ». Ces simples mots prenaient un sens immense. Parfois, dans ses écrits, il imaginait une journée normale. Se réveiller sans peur, manger à table avec des gens qui l'écoutent, aller à l'école avec un cartable, avoir des devoirs, des amis. Il ne rêvait pas d'une vie spectaculaire. Il rêvait d'une vie banale, ce qui était pour lui l'expression la plus pure de la liberté. Julien ne savait pas quand les choses changeraient, ni comment. Mais il avait cessé d'être passif. Il était devenu un observateur actif de son propre destin. Il préparait quelque chose sans même savoir ce que ce serait exactement. Mais il avait un but, sortir de cette maison non pas comme un fugitif, mais comme un enfant enfin reconnu, entendu, écouté. Il voulait prouver qu'il avait existé, qu'il avait survécu et qu'il n'était plus invisible. La tension dans la maison avait atteint un seuil que Julien n'aurait jamais imaginé quelques mois plus tôt. Chaque geste était surveillé, chaque silence interprété, chaque regard pesé comme une menace possible. Claire et Bernard, autrefois déjà autoritaires, étaient devenus méfiants, nerveux, presque paranoïaques. Arnaud n'était pas revenu depuis sa dernière visite, mais sa présence planait toujours dans l'air, comme une ombre que l'on ne pouvait plus ignorer. Julien, quant à lui, continuait de vivre dans une prudence méthodique, mais un événement imprévu allait tout compromettre. Un matin, alors qu'il descendait les escaliers pour commencer sa routine quotidienne, il vit Claire refermer rapidement le tiroir de son bureau. Elle ne le regarda même pas et se contenta de lui dire de nettoyer le jardin. Julien obéit sans un mot. Mais l'atmosphère était étrange, plus froide que d'habitude, comme si une décision avait été prise sans qu'il en soit encore conscient. Ce ne fut qu'à midi, lorsqu'il retourna à la maison pour préparer la table du déjeuner, qu'il comprit ce qui avait changé. Claire s'était enfermée dans la cuisine avec Élodie. Bernard n'était pas encore rentré. Théo était dans sa chambre. Julien entra doucement, posa les couverts, puis se dirigea vers l'évier. Il entendit alors une phrase qui, bien que murmurée, lui parvint distinctement. « Il commence à écrire », dit Claire. « J'ai trouvé des feuilles cachées dans la chambre. » Julien sentit une brûlure instantanée dans la poitrine. Il se figea. Les feuilles, son carnet, son refuge. Quelque chose avait été découvert. Claire continuait, toujours à voix basse. « Je n'ai pas tout lu, mais ça suffit. Il note des détails. Il parle de nous. C'est dangereux. »« Tu vas faire quoi ?» demanda Élodie d'un ton visiblement agacé, mais pas surpris. « Je vais verrouiller sa chambre la journée. Plus d'accès au bureau, plus de cachette et plus de contact avec l'extérieur. » Julien recula discrètement. Il monta les escaliers en silence, le cœur battant, puis ouvrit doucement la porte de sa chambre. Il alla droit sous le matelas. Le dessin était encore là, la lettre aussi. Mais les feuilles qu'il utilisait pour écrire ses observations avaient disparu. Il chercha derrière le meuble, sous la latte du parquet. Tout avait été fouillé. Il resta un moment debout au centre de la pièce, les mains vides, le souffle court. Sa mémoire lui permettait de se souvenir d'une bonne partie de ce qu'il avait écrit, mais l'objet physique, les preuves, les phrases concrètes avaient disparu. À partir de ce jour, tout bascula. Claire installa une nouvelle serrure à la porte de sa chambre. Elle la laissait ouverte uniquement la nuit et la refermait à clé chaque matin. Julien n'avait plus accès à ses affaires personnelles pendant la journée. Son carnet, bien que jamais retrouvé, ne pouvait plus être alimenté. Il ne pouvait plus écrire, ni lire, ni consulter les livres cachés dans le grenier. Le manteau où il avait dissimulé certaines notes fut déplacé. Il comprit que tout était désormais sous surveillance. Les sorties furent interdites. Même les allers-retours au marché ou les rares trajets jusqu'à la boîte aux lettres furent désormais réservés à Élodie et Claire. Julien restait à l'intérieur, sauf lorsqu'il était envoyé dans le jardin ou le sous-sol, toujours seul, toujours sous prétexte de ménage à faire. Sa vie devint un enchaînement de tâches sans fin, exécutées dans un silence forcé. Et ce silence était lourd. Il n'était plus un choix, mais une prison. Julien sentait les murs se refermer autour de lui. Il ne pouvait plus écrire, ni observer librement, ni espérer un contact extérieur. Arnaud ne revenait pas.
Les services sociaux ne s'étaient pas encore manifestés, et l'idée que peut-être rien ne changerait commença à s'insinuer dans son esprit. Une nuit, il tenta de récupérer la clé de sa chambre. Il avait observé Claire la ranger dans le tiroir du couloir. Il se leva discrètement, glissa ses pas sur le plancher grinçant, mais lorsqu'il atteignit le tiroir, il constata que la clé n'y était plus. Elle avait été déplacée, ou peut-être dissimulée ailleurs. Il retourna dans sa chambre, abattu avec une sensation d'échec qu'il n'avait encore jamais connue aussi violemment. Le lendemain, Claire l'obligea à nettoyer tout le sous-sol seul. Il y passa des heures, à genoux, à frotter les carreaux, à déplacer les cartons. Le froid, l'humidité, la solitude l'enveloppèrent complètement. Il pensa à sa mère, à la phrase qu'elle avait écrite « Tu es né de l'amour ». Mais ce souvenir, pour la première fois, ne suffit pas à le réconforter. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait construit, accumulé, protégé, lui avait été retiré d'un coup. Il n'avait plus rien en main sinon la mémoire. Et même cela, il craignait de le perdre. Les jours suivants furent encore plus rudes. Bernard, désormais au courant des écrits de Julien, adopta une attitude plus dure encore. Il le traitait avec mépris, comme s'il avait trahi une confiance inexistante. Julien comprit qu'il était désormais vu comme une menace, pas seulement comme une charge silencieuse. Sa simple présence était devenue un risque pour l'ordre que Claire et Bernard avaient imposé à cette maison. Le dimanche, lors d'un repas, Claire déclara ouvertement « À partir de maintenant, il ne mangera plus avec nous. Il prendra ses repas après, dans la cuisine, en silence. » Julien ne réagit pas. Il savait que c'était une façon de le réduire encore, de l'exclure d'un espace qu'il n'avait jamais véritablement occupé. Il accepta sans broncher, mais cette fois, il ne ressentit ni colère, ni tristesse. Il ne ressentait plus rien. Une forme d'anesthésie intérieure l'avait gagné. Il obéissait sans réfléchir comme un corps sans voix. Mais dans cet abattement, un reste de volonté subsistait, fragile, mais présent. Il décida qu'il lui fallait reconstruire sa mémoire. Même sans papier, même sans stylo, il pouvait mémoriser. Chaque événement, chaque parole, chaque punition, il récita pour lui-même, mentalement, les jours, les détails, les noms, les gestes, comme un exercice de survie, une méthode de résistance intérieure. Il se jura qu'il tiendrait, qu'il ne leur donnerait pas la victoire de l'effacement. Même privé de tout, il resterait debout, peut-être invisible, peut-être oublié du monde extérieur, mais toujours là, en silence, en attente. Car il savait que les vérités les mieux cachées finissent toujours par trouver une fissure pour s'échapper. Et il attendait simplement que cette fissure apparaisse. Le mois de novembre avançait, sombre et humide, couvrant les vitres de la maison d'une fine buée que Julien essuyait chaque matin. Le froid s'était installé et les journées semblaient plus longues, plus vides, plus silencieuses encore. Julien continuait à exécuter ses tâches mécaniquement, sans opposer de résistance, sans montrer d'émotion. Il était devenu un élément du décor, invisible, efficace, prévisible. Mais dans cette façade figée, quelque chose persistait, un noyau de conscience intact, un instinct de survie qui ne l'abandonnait pas. Depuis que Claire avait découvert certains de ses écrits, sa chambre restait verrouillée de l'extérieur durant la journée. Il n'y entrait que le soir, après que toutes les tâches de la journée avaient été accomplies. Le temps passé dans cette pièce s'était réduit, mais il suffisait à Julien pour entretenir ce qu'il appelait, dans son esprit, la mémoire cachée. Il avait appris à se souvenir des détails avec une précision nouvelle. Chaque geste, chaque mot, chaque punition faisait l'objet d'un récit mental qu'il récitait pour ne pas oublier. Qu'il reformulait les événements dans sa tête comme s'il écrivait encore, bien que les feuilles lui manquent. Il s'imposait cette discipline intérieure comme un fil qui le reliait à la vérité. Un jour, alors qu'il frottait le sol de la salle à manger à genoux, il se rappela d'une phrase prononcée par Arnaud lors de sa dernière visite. « Tu as le droit d'être un enfant ». À l'époque, il n'avait pas compris toute la portée de ces mots. Mais maintenant, il prenait un sens nouveau. Cette phrase revenait souvent dans son esprit, comme un refrain muet. Le droit d'être un enfant. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Manger à table avec les autres, dormir sans peur, aller à l'école, avoir des amis, être écouté? Julien n'avait jamais connu cela, pas depuis l'accident, pas depuis qu'il vivait chez Claire et Bernard. Cette réflexion l'amena à replonger dans ses souvenirs. Il repensa à sa mère, à la façon dont elle lui caressait les cheveux pendant qu'il dessinait. Il revit son père l'aider à mettre ses chaussures,
le soulevant dans les airs en riant. Ses souvenirs étaient peu nombreux, mais d'une clarté émotive puissante. Et soudain, une image surgit. Une bibliothèque, petite, blanche, dans un coin du salon de leur ancien appartement. Il se revit tendre la main vers un livre à couverture bleue. Ce détail, banal, s'imposa à lui avec une précision inhabituelle. Ce soir-là, en fouillant discrètement dans le vieux buffet du couloir, il trouva un livre à couverture bleue. Ce n'était pas celui de son souvenir, mais cela déclencha quelque chose. Il décida de vérifier la bibliothèque du bureau, un endroit que Claire gardait sous clé, mais qu'elle ouvrait souvent en fin de journée. Il patienta plusieurs soirs, observant les moments où elle laissait la porte entr'ouverte en allant chercher un document ou un cahier de compte. Un soir, alors que Claire était absorbée par une discussion téléphonique dans la cuisine, il profita de l'occasion. Il se glissa discrètement dans le bureau. Il parcourut rapidement les rayons, reconnaissant plusieurs livres administratifs, des manuels de gestion, quelques romans anciens, mais un dossier rouge attira son attention. Il était mal rangé, légèrement dépassant. Il le tira doucement. À l'intérieur, plusieurs papiers étaient empilés, relevés bancaires, copies de formulaires, et au milieu, une lettre officielle. Julien reconnut le logo d'une institution publique, les services de la protection de l'enfance. Il parcourut le document. Il était question d'un contrôle prévu, d'une vérification de la situation d'un enfant confié à un membre de sa famille après décès des parents. Il lut les dates. Certaines étaient antérieures à son arrivée chez Claire et Bernard. D'autres correspondaient à l'année précédente. Et au bas de la dernière page, une mention « Aucune demande de suivi complémentaire enregistrée. Dossier classé ». Julien comprit que quelque chose avait échappé aux services sociaux. Il ne comprenait pas tout, mais il voyait une faille, un trou dans la chaîne, un oubli, peut-être une manipulation. Il remit le dossier à sa place, referma la bibliothèque et sortit du bureau sans bruit. Dans sa chambre cette nuit-là, il écrivit dans sa tête ce qu'il venait de lire. Il répéta les mots pour ne pas les oublier. Contrôle, suivi, dossier classé. Il décida d'ajouter cela à sa mémoire intérieure comme un élément de plus dans le tableau qu'il formait peu à peu. Il voyait maintenant que son cas n'était pas seulement ignoré, il avait été mis de côté volontairement ou par négligence. Et Claire avait profité de ce silence administratif pour imposer ses règles. Le lendemain, alors qu'il s'affairait dans le jardin, Julien prit une décision. Il choisit de laisser une trace, pas dans sa chambre mais ailleurs. Un de ses anciens dessins, retrouvé dans une boîte au sous-sol, représentait une maison, un arbre, un petit garçon et deux silhouettes d'adultes. Il avait été plié et oublié depuis longtemps. Il le glissa discrètement dans le courrier prêt à être posté, entre deux factures que Claire avait posées sur l'entrée. Il savait que c'était un risque, mais c'était aussi une tentative, une présence discrète dans le monde extérieur, une manière de dire « je suis là ». Quelques jours plus tard, alors qu'il allumait le feu dans la cheminée sur ordre de Bernard, une feuille échappa au tas qu'il avait préparé. Elle avait glissé entre les bûches. Claire entra au même moment et la ramassa. C'était l'un de ses textes, l'un de ceux qu'il avait cru perdus après la fouille de sa chambre. Elle lut rapidement quelques lignes, puis s'arrêta. Elle ne dit rien immédiatement. Elle fixa Julien un instant, puis rangea la feuille dans sa poche. Plus tard dans la soirée, elle l'observa plus longuement que d'habitude pendant qu'il débarrassait la table. Elle ne parlait pas, mais son regard n'était plus seulement dur. Il y avait, pour la première fois, un reste d'incertitude, une hésitation, une faille. Julien ne savait pas ce que cela signifiait, mais il savait reconnaître un changement, même infime. Et dans cette maison où tout semblait figé, la moindre hésitation était un événement. Il se coucha ce soir-là sans illusion, mais avec un espoir discret. Il avait reconstruit dans sa mémoire une partie de ce qu'il avait perdu. Il avait vu un document qui prouvait que sa situation n'était pas normale. Il avait trouvé un moyen de laisser une trace au dehors. Et surtout, il avait vu, dans les yeux de Claire, un éclat de doute. Peut-être que ce doute, un jour, suffirait à faire tout basculer. Le matin du 23e décembre, un silence inhabituel enveloppait la maison. La lumière était terne, le ciel entièrement couvert, et l'air semblait suspendu, comme avant un orage. Julien était déjà levé, habillé, prêt à exécuter les tâches qu'on lui avait laissées la veille sur un bout de papier posé à côté de son bol vide. Mais cette fois, alors qu'il s'apprêtait à descendre au sous-sol pour trier les caisses de Noël, une sonnerie aiguë
retentit dans la maison. Ce n'était pas l'alarme ni le téléphone, c'était la sonnette d'entrée. Julien s'arrêta net. Les visites étaient devenues rares. Il entendit Claire marcher rapidement dans le couloir, suivi des pas plus lourds de Bernard. Un court échange tendu se fit entendre. Puis une voix inconnue résonna dans l'entrée, calme mais ferme. « Bonjour, nous venons pour une vérification. Je suis assistante sociale du service départemental. Voici mon badge. Je suis accompagnée de Monsieur Arnaud. Nous souhaiterions parler avec vous et avec Julien séparément. » Julien sentit ses jambes faiblir. Le moment qu'il avait tant imaginé était en train de se produire. Un visiteur officiel, un adulte extérieur, et Arnaud, de retour, cette fois accompagné et avec un objectif clair. Il entendit Bernard protester, invoquer un manque de préavis, mais la voix de la femme resta stable. « Monsieur, nous avons reçu un signalement anonyme, nous avons consulté le dossier et selon la loi, vous êtes tenu de nous permettre l'accès à l'enfant. » Il n'entendit plus rien pendant quelques secondes. Puis, le bruit de la porte qui se referma. Julien recula, cherchant un refuge. Il monta 2 marches, prêt à disparaître, mais une voix appela doucement. « Julien, c'est moi, Arnaud. Tu peux venir, s'il te plaît. On aimerait te parler. Tu n'as rien à craindre. » Claire apparut soudain au bas de l'escalier. Elle lui lança un regard rapide, puis s'effaça. Julien descendit lentement. Arnaud lui tendit la main comme s'il s'était quitté la veille. L'assistante sociale, une femme aux cheveux courts et au manteau beige, lui adressa un sourire rassurant. Elle tenait un carnet et un stylo. « Viens, on va dans la salle à manger, » dit-elle calmement. « Tes oncles et tantes resteront dans une autre pièce. » Julien suivit. Il s'assit sur la chaise qu'on lui indiqua. Arnaud resta debout, légèrement en retrait. La femme posa ses affaires, prit quelques notes, puis leva les yeux vers lui. « Julien, je m'appelle Madame Leclerc. Je suis là pour comprendre comment tu vis ici. Personne ne va te punir pour ce que tu dis. D'accord? Tu peux parler librement. » Julien hocha la tête. Il avait préparé ce moment des semaines durant, dans sa tête, dans ses écrits, dans ses souvenirs. Il prit une inspiration et, avec une voix plus stable qu'il ne l'aurait cru, commença à raconter. Il parla des tâches quotidiennes, du ménage, des repas seuls, du manque d'école. Il raconta comment il n'avait pas de jouets, pas de temps libre, comment il dormait dans une chambre qu'on verrouillait le jour. Il expliqua que depuis l'âge de 5 ans, il n'avait pas revu un médecin, ni mis les pieds dans une salle de classe. Madame Leclerc l'écoutait en silence, notant de temps en temps. Arnaud ne disait rien, mais il hocha doucement la tête à plusieurs reprises, comme pour l'encourager. « Est-ce que tu as des preuves, des choses que tu aurais écrites, des objets ?» Julien sortit lentement de la poche intérieure de son pull une feuille pliée. C'était un fragment de son ancien carnet rescapé des fouilles, où il avait écrit plusieurs jours de suite les corvées imposées et le nombre d'heures passées à travailler dans la maison. Il avait aussi noté une phrase « Je veux aller à l'école, je veux apprendre ». Il tendit la feuille à Madame Leclerc, les mains tremblantes. Elle la lut attentivement, son visage impassible, puis la glissa dans son dossier. « Merci, Julien, c'est très important. » Julien hésita, puis ajouta « Il y a une lettre de ma mère. Elle est cachée dans ma chambre, et un dessin. Je peux vous les montrer. » Elle échangea un regard rapide avec Arnaud, puis répondit doucement « Tu peux aller les chercher. On t'attend ici. » Il se leva et monta les escaliers. Il savait exactement où chercher, sous la latte du parquet, là où il avait tout caché depuis des semaines. Il en sortit la lettre, le dessin, et aussi une copie de la fiche scolaire vierge qu'il avait trouvée dans le buffet. Il redescendit et l'étendit à Madame Leclerc. Elle lut la lettre, l'écrivaine simple et sincère de sa mère, puis examina le dessin. Elle resta un long moment silencieuse, puis rangea les documents avec soin. « Julien, je vais devoir parler avec Claire et Bernard maintenant. Tu peux rester ici avec Monsieur Arnaud, d'accord ?» Julien hocha la tête et la femme sortit de la pièce. Le silence s'installa. Arnaud s'approcha, s'accroupit à sa hauteur. « Tu as été très courageux. Je suis fier de toi. Ce que tu viens de faire, c'est important. Très important. » Julien sentit une bouffée étrange monter en lui. Ce n'était pas de la joie, ni du soulagement. C'était un mélange de vertige, de tension relâchée et d'incertitude. Il avait parlé, il avait montré, et maintenant, les adultes devaient décider. Il entendit, au loin, des voix qui montaient. Bernard parlait fort, Claire protestait. Madame Leclerc restait ferme,
mais son ton avait changé. On n'entendait pas les mots précis, mais l'atmosphère était tendue. Arnaud posa la main sur l'épaule de Julien, sans rien dire. Ils restèrent ainsi un long moment. Puis, la porte s'ouvrit. Madame Leclerc revint, le visage grave. Elle s'adressa à Arnaud d'abord, à voix basse. Julien comprit que quelque chose avait été acté. Elle se tourna ensuite vers lui. « Julien, on va devoir prendre une décision avec mes collègues. En attendant, tu vas venir avec moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce soir, tu ne resteras pas ici. » Julien ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle poursuivit calmement. « Tu iras dans un endroit sûr, avec des gens gentils, et on parlera à un juge. Tu pourras tout lui raconter comme tu l'as fait aujourd'hui. » Claire entra dans la pièce à ce moment-là. Son visage était rouge, tendu. Elle voulut parler, mais Madame Leclerc leva la main. « Madame, il est de mon devoir de garantir la sécurité de cet enfant. Vous pourrez vous exprimer devant le juge. » Julien ne regarda pas Claire. Il ne chercha pas Bernard. Il se contenta de prendre la main d'Arnaud, qui le guida doucement vers la sortie. Sur le pas de la porte, il s'arrêta une seconde, jeta un regard à la maison, à cette façade de pierre qu'il avait appris à haïr sans jamais le dire. Puis il descendit les marches, un pas après l'autre, sans se retourner. Il ne savait pas où il allait, mais il savait ce qu'il laissait derrière lui, et c'était déjà une victoire. Le lendemain du départ de Julien de la maison de Claire et Bernard, l'air semblait différent, plus léger, presque étrange pour lui. Il s'était réveillé dans une chambre inconnue, mais propre et simple, avec un lit qui n'avait pas de barreaux, des draps frais et une lampe qu'il pouvait allumer lui-même. Il n'y avait pas de cadenas à la porte, personne pour le réveiller brutalement, ni pour lui tendre une liste de tâches à accomplir avant le lever du soleil. Au début, il n'osa pas bouger. Il restait allongé, immobile, observant les murs clairs et silencieux de cette pièce nouvelle, se demandant s'il était vraiment parti, s'il n'allait pas, à tout moment, entendre la voix de Claire lui ordonner de descendre immédiatement. Mais ce n'était pas un rêve. L'assistante sociale, Madame Leclerc, était revenue le chercher le matin même, accompagnée d'un homme et d'une femme souriants. Ils s'appelaient Marc et Sandrine. Ce n'étaient ni ses parents, ni des proches, ni des figures familières. Mais leur voix était douce et leurs gestes calmes. Ils ne l'avaient pas interrogé, ni contraint, ni jugé. Ils lui avaient simplement demandé s'il avait faim, s'il voulait prendre une douche et ce qu'il aimerait faire de sa journée. Julien, dérouté par tant de simplicité, n'avait pas su quoi répondre. Pendant que Julien s'adaptait peu à peu à cet espace inconnu, où le temps semblait rythmé par des horaires ordinaires et non par des corvées, un bouleversement bien plus vaste se mettait en place ailleurs. Dans un bureau austère de la ville, des documents circulaient rapidement entre les mains de juristes, de fonctionnaires et d'enquêteurs. Arnaud, fidèle à sa parole, avait activé toutes les procédures nécessaires. Fort du témoignage de Julien, des documents fournis, de la lettre maternelle, des écrits du garçon et des rapports médicaux absents depuis 4 années, il avait appuyé une requête officielle devant un juge des affaires familiales. Claire et Bernard, convoqués à comparaître, furent sommés de fournir une explication sur la situation de Julien. Lors de l'audience, ils tentèrent d'adopter un ton mesuré, minimisant les faits, prétendant qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation, qu'ils avaient fait de leur mieux pour gérer une situation difficile. Claire affirma qu'elle s'était sacrifiée pour accueillir un enfant traumatisé, qu'il avait besoin d'un cadre ferme et qu'il n'était pas prêt à retourner à l'école en raison de troubles émotionnels. Bernard resta plus réservé, mais soutint les propos de sa femme avec une froideur administrative. Mais ces justifications ne tinrent pas longtemps face aux éléments présentés par Arnaud. L'absence de scolarisation, les témoignages recueillis auprès de voisins, les incohérences dans les déclarations de Claire, et surtout, la lettre écrite de la main de Julien décrivant avec précision son quotidien, corroborée par les objets retrouvés dans la maison, dressait un tableau sans équivoque. Julien avait été traité comme un domestique, privé de droits fondamentaux, isolé volontairement de toute interaction sociale. Le juge ne rendit pas sa décision immédiatement. Il annonça qu'une mesure provisoire de placement en famille d'accueil serait maintenue jusqu'à l'évaluation complète de la situation. Mais dans son ton, chacun comprit que les fondations de la garde confiée à Claire et Bernard venaient de s'effondrer. Arnaud, à la sortie de l'audience, croisa Claire dans le couloir du tribunal. Elle tenta de l'accuser, de lui dire qu'il avait tout provoqué, qu'il avait ruiné leur vie. Mais Arnaud ne répondit pas. Il la regarda calmement,
puis lui tourna le dos, convaincu d'avoir accompli ce qu'il fallait. Julien, de son côté, ne fut pas immédiatement informé de la décision du juge. Marc et Sandrine lui laissèrent le temps de s'acclimater à sa nouvelle vie. Le premier jour, il découvrit qu'on l'avait inscrit à une école du quartier, mais qu'il ne commencerait qu'après les vacances d'hiver. Il passerait donc quelques jours à la maison, avec la possibilité de se reposer, de lire, de jouer et même d'écrire. Quand Marc lui donna un cahier neuf et un stylo bleu, Julien resta longuement immobile à les observer, comme si ces objets étaient étrangers à sa réalité. Il écrivit lentement ses premières lignes dans ce cahier. Pas des phrases longues, ni un journal, juste des mots. Libre, froid dehors, chaud ici, Marc m'a dit bonjour. Sandrine m'a demandé si j'aimais les crêpes. Il dessinait aussi, comme il le faisait autrefois, sans obligation, sans intention. Juste parce qu'il en avait envie. Il reproduisit la silhouette de sa mère, celle qu'il avait toujours dessinée. Puis il tenta de représenter Marc et Sandrine. Les visages étaient encore flous, mais l'envie de créer à nouveau spontanément était revenue. Quelques jours plus tard, Sandrine entra dans la chambre de Julien avec une enveloppe à la main. Elle la lui tendit avec un sourire doux. « C'est pour toi, dit-elle, du tribunal. » Julien ouvrit lentement. À l'intérieur, une feuille officielle. Le juge annonçait que la garde de Claire et Bernard avait été révoquée. Il confirmait que Julien était désormais placé sous la protection de l'État et que la famille d'accueil actuelle, en accord avec les services sociaux, assurait sa sécurité. Il y était également écrit que M. Arnaud avait accepté d'assumer temporairement la tutelle légale, en attendant que la situation soit stabilisée. Julien relut la lettre plusieurs fois. Il ne comprenait pas tous les termes, mais il saisissait l'essentiel. Il ne retournerait plus chez Claire et Bernard. Il n'y aurait plus de verrou à la porte, plus de bol froid, plus de pièces à frotter à genoux. Il était officiellement libéré de cette emprise. Quand Arnaud vint le voir 2 jours plus tard, Julien lui tendit la lettre sans un mot. Arnaud la lut puis s'agenouilla pour être à sa hauteur. « C'est terminé maintenant. Tu vas pouvoir recommencer, à ton rythme. » Julien hocha la tête. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis des années, il n'avait plus peur de demain. Et cette absence de peur, en elle-même, était déjà une forme de bonheur. Les semaines qui suivirent furent marquées par une transition lente, presque imperceptible, entre la tension d'une vie révolue et la naissance timide d'une routine nouvelle. Julien, désormais installé chez Marc et Sandrine, découvrait ce que signifiait véritablement vivre dans une maison où l'on n'avait pas peur d'ouvrir une porte, de poser une question ou de faire du bruit en marchant. Au début, tout était source de prudence. Il s'excusait encore de demander un verre d'eau, attendait qu'on lui dise de s'asseoir pour prendre place à table et restait souvent silencieux durant les repas. Mais Marc et Sandrine ne le pressaient pas. Ils répondaient toujours avec la même patience tranquille, comme s'ils savaient que chaque mot comptait, que chaque réaction en disait plus long que n'importe quel récit. Julien avait encore du mal à dormir les nuits entières. Il se réveillait parfois en sursaut, certain d'avoir entendu une voix l'appeler d'un ton sec ou un bruit de pas précipité dans le couloir. Mais en ouvrant les yeux, il ne voyait que la lumière douce de sa lampe de chevet, les étagères avec quelques livres et les murs peints en bleu pâle. Il apprit progressivement que cette sécurité n'était pas une illusion. Sandrine passait souvent vérifier s'il allait bien sans jamais entrer sans frapper. Marc, de son côté, lui parlait comme à un égal, lui proposant de l'aider à bricoler dans le jardin ou à trier des outils dans l'atelier. La rentrée scolaire, fin janvier, approchait. Julien avait reçu un cartable neuf, des cahiers étiquetés à son nom, une trousse avec des crayons encore taillés, et même un agenda. Il passait ses après-midi à feuilleter les manuels scolaires que Sandrine lui avait donnés. Il avait beaucoup à rattraper, mais n'en avait pas peur. Il voulait apprendre, comprendre ce monde qui lui avait été interdit si longtemps. Chaque mot nouveau qu'il lisait était une conquête silencieuse. Chaque opération mathématique résolut une victoire contre l'oubli. Un soir, en rentrant de la bibliothèque municipale où il l'avait inscrit, Marc posa une question simple, presque anodine. « Tu veux dîner à quelle heure demain ? On fera quelque chose que tu aimes. » Julien, surpris, hésita. Il n'était pas habitué à choisir. Il avait toujours mangé quand on le lui ordonnait, sans jamais exprimer une préférence. « Peut-être, à 7 heures ?» répondit-il timidement. Marc sourit. « Parfait, ce sera toi le chef demain. » Le lendemain, à 7 heures précises, ils étaient tous les trois réunis autour de la table. Julien avait aidé à préparer un gratin de pommes de terre.
Ce n'était pas compliqué, mais c'était la première fois qu'il cuisinait pour le plaisir, et non par obligation. Il mangea à sa place, sans se lever pour servir qui que ce soit, sans attendre d'être invité à parler. Ce dîner, simple et court, resta gravé dans sa mémoire. Il n'y eut pas de discours solennel, ni de longues conversations, mais il comprit que désormais, il avait sa place. Une vraie place. Pas un coin, pas un statut temporaire, mais un espace où l'on attendait sa présence. Il retrouvait aussi le goût de l'écriture. Avec le cahier que Marc lui avait offert, il reprenait ses récits, mais avec un ton différent. Il ne parlait plus seulement de douleur, de silence, de punition. Il écrivait sur les nouvelles choses qu'il découvrait, la chaleur d'une couverture douce, l'odeur du pain grillé le matin, le rire de Sandrine quand Marc oubliait de racheter du lait, le bruit de la pluie contre la vitre qu'il pouvait observer sans crainte d'être envoyé dehors. Ces détails, pour d'autres insignifiants, étaient pour lui des trésors qu'il consigna précieusement. Un dimanche, en nettoyant sa table de chevet, il retrouva un petit objet qu'il avait glissé là sans y repenser. Le dessin de son enfance, celui où il apparaissait aux côtés de ses parents. Le papier était légèrement froissé, mais les couleurs restaient vives. Il le regarda longuement, puis décida de le fixer au mur, au-dessus de son bureau. Ce n'était pas un symbole de douleur, mais de mémoire. Il n'oubliait pas d'où il venait, ni ceux qu'il avait perdus, mais ce dessin faisait désormais partie d'un espace où il pouvait exister sans crainte. Madame Leclerc passa de temps en temps pour vérifier comment il allait. Elle posait des questions, notait des observations, mais toujours avec bienveillance. Lors de sa dernière visite, elle s'attarda un peu plus. « Julien, comment tu te sens ici ?» Il réfléchit avant de répondre. « Je me sens calme. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. C'est calme. » Elle sourit, prit note, puis ajouta « Tu as beaucoup grandi, tu sais. Pas en taille, mais à l'intérieur. » Julien ne répondit pas, mais son regard trahissait une émotion qu'il ne chercha pas à masquer. Quelques jours plus tard, Arnaud revint pour une visite. Il n'était plus obligé légalement de venir chaque semaine, mais il le faisait encore, par choix. Cette fois, il apporta un sac rempli de lettres. Julien fronça les sourcils. « Ce sont des lettres d'enfants de ton ancienne école. Ils ont appris ton histoire en partie. Et ils ont voulu t'écrire, pour te dire qu'ils pensent à toi, que tu n'es pas seul. » Julien ouvrit une enveloppe. Le premier message était écrit à la main, avec des lettres maladroites. « Julien, tu peux venir jouer avec nous quand tu veux. On fera une équipe ensemble. » Il en lut un autre, puis un autre. Les larmes lui montèrent aux yeux, sans fracas. Il les laissa couler. Pas de douleur cette fois, mais un soulagement doux, une reconnaissance de sa présence dans le monde. Ce soir-là, il écrivit dans son cahier une phrase qu'il n'avait jamais osé formuler avant. « Je suis un enfant. J'ai le droit d'exister. Et maintenant, j'existe vraiment. » Le printemps était arrivé dans le village, et avec lui une lumière nouvelle, plus franche, plus chaude, qui traversait les fenêtres de la maison où Julien vivait désormais. La routine s'était installée, mais elle n'avait rien d'étouffant. Chaque journée était rythmée par des horaires simples. Se lever, aller à l'école, rentrer, faire ses devoirs, goûter, lire, parler un peu, rire parfois. Julien avait pris l'habitude de marcher seul jusqu'à l'école, sac sur le dos, tête droite, regard attentif au monde. Il connaissait maintenant les rues, les horaires du bus scolaire, les voies des commerçants qu'il croisait. Il appartenait à cet espace. Il n'était plus un enfant caché derrière des rideaux, mais un garçon qui avançait dans la rue sans se dissimuler. À l'école, il avait mis un peu de temps à s'adapter. Les premiers jours avaient été silencieux, marqués par l'observation et une certaine méfiance. Les enfants de sa classe ne comprenaient pas exactement son passé, mais ils avaient été informés qu'il avait traversé une période difficile. Personne ne s'attarda sur les détails. On lui fit une place sans question. Certains lui proposèrent une place à la cantine, d'autres lui tendirent un livre pendant la récréation. Julien, peu à peu, répondit. Il n'était pas encore bavard, mais il savait sourire, répondre à voix basse, demander à emprunter un crayon. Un vendredi matin, la maîtresse annonça un concours de rédaction organisé par l'école. Le thème était simple. « Qu'est-ce que cela signifie pour toi, avoir une maison ?» Chaque élève devait écrire une page, illustrer s'il le souhaitait, et lire son texte devant la classe lors d'une présentation collective. Julien, en entendant le sujet, sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais participé à un concours.
Il n'avait jamais été invité à parler de lui, ni à raconter ce qu'il pensait. Mais il comprit immédiatement qu'il avait quelque chose à dire, quelque chose de vrai. Il rentra ce soir-là avec une feuille blanche dans les mains. Il la posa sur son bureau à côté de son cahier, puis s'assit. Il resta longtemps sans écrire. Les mots venaient lentement, presque à contre-cœur, comme s'ils exigeaient d'abord qu'il les accepte. Puis il prit son crayon et il écrivit, ligne après ligne, sans s'arrêter. Il parla de ce qu'était pour lui une maison, un endroit où l'on n'a pas peur de respirer fort, où l'on peut tomber malade sans être puni, où les murs ne résonnent pas des cris, mais des voix qui posent des questions. Il écrivit sur le silence imposé, sur les pas qu'on fait sur la pointe des pieds, sur les nuits passées à compter les heures en fixant un plafond trop bas. Et puis, il écrivit sur ce qu'il avait découvert, la chaleur d'une voix qui appelle doucement pour dire « le dîner est prêt », l'odeur d'un gâteau qu'on fait ensemble, le droit de dire qu'on n'aime pas les épinards sans être puni. Il termina son texte par cette phrase « Avoir une maison, c'est avoir le droit d'être un enfant, même quand on a grandi trop vite ». Le jour de la présentation arriva. Chaque élève lut son texte devant la classe. Quand vint le tour de Julien, la maîtresse lui demanda s'il voulait qu'elle lise à sa place. Il secoua doucement la tête. Il se leva, feuille à la main, s'avança devant les autres. Sa voix tremblait un peu au début, mais elle gagna en assurance à mesure que les mots prenaient forme. Il ne regarda personne pendant la lecture, mais lorsqu'il termina, un silence profond envahit la classe. Puis une main se leva, puis une autre, et l'enseignante dit simplement « Merci, Julien ». Il retourna à sa place, le cœur lourd, mais pas de peur, d'un poids qui se libérait lentement. La semaine suivante, un événement inattendu fut organisé par l'école. Une petite cérémonie en présence des familles pour présenter les textes gagnants du concours. Julien ne savait pas s'il voulait que quelqu'un vienne. Il n'avait pas de famille au sens traditionnel, pas de parents pour l'accompagner. Marc et Sandrine lui avaient proposé d'y aller avec lui, mais il avait répondu qu'il réfléchirait. Le matin même, en enfilant sa chemise repassée, il hésitait encore. Lorsqu'il arriva dans la salle décorée pour l'occasion, des ballons au plafond, des chaises alignées, des enfants rieurs, il se sentit étranger. Il resta près de la porte, à observer. Puis il aperçut une silhouette familière. Arnaud, debout, vêtu simplement, lui fit un signe discret. Julien s'approcha. « Tu m'as invité ?» demanda-t-il. « On m'a dit que tu allais lire quelque chose. Je n'aurais pas manqué ça. » Julien ne répondit pas. Il regarda autour de lui, vit Marc et Sandrine discuter avec une autre famille. Il comprit qu'il n'était plus seul. Il avait des gens, des visages, des bras qui savaient accueillir. Quand vint le moment de lire à nouveau son texte, il monta sur scène sans peur. Il lut plus calmement cette fois. Il leva même les yeux à la fin, croisant le regard de Sandrine qui hochait la tête en silence, de Marc qui lui fit un clin d'œil, et d'Arnaud, debout au fond de la salle, immobile mais attentif. À la fin, les applaudissements ne furent pas bruyants, mais sincères. L'émotion flottait dans l'air. Julien sentit ses jambes trembler en descendant, mais une chaleur intérieure le soutenait. Après la cérémonie, un enfant de sa classe l'aborda. « Tu veux venir chez moi un jour ? On a une cabane dans le jardin. On peut faire une équipe pour le jeu de piste. » Julien accepta d'un signe de tête. Il n'avait plus besoin de se cacher ni de se justifier. Il pouvait répondre à une invitation. Il pouvait avoir des projets simples. Le soir de retour à la maison, il plaça sa rédaction dans son cahier, avec tous les autres textes qu'il avait écrits ces derniers mois. Il rangea le tout dans le tiroir de son bureau, à côté du dessin de ses parents et de la lettre de sa mère. Il relut les mots une dernière fois, puis referma doucement le tiroir. Julien n'était plus le garçon invisible au service d'une maison froide. Il était un enfant qui écrivait, qui apprenait, qui avait été entendu. Il avait conquis sa voix. Et avec elle, sa place dans le monde.